Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Pod. Dans ce premier podcast, nous allons vous présenter l'organisation au quotidien de notre agence et plus précisément de l'animation des réseaux sociaux de nos clients que nous faisons au quotidien. Pour commencer, je me présente, je suis Gwendoline Moreau, chef de projet social media à l'agence Ouest Digital. Je m'occupe donc au quotidien de la présence sur les réseaux sociaux de nos clients. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les autres membres de l'agence. Donc tout d'abord Marlène. Si tu veux bien te présenter, Marlène. Oui, bien sûr. Moi, je suis Marlène Page, je suis chef de projet digital chez Ouest Digital depuis janvier 2018. Et auparavant, en fait, ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur de la communication numérique avec une expertise plus pointue sur tout ce qui va être création de contenu et community management. Et en parallèle donc, de mon activité professionnelle, je suis également blogueuse. Donc j'ai fondé un blog lifestyle local qui s'appelle From None to You Love et j'anime également un collectif de 150 blogueurs dans le département de la Loire-Atlantique. Ok, merci. Et pour poursuivre, Brian. Alors donc moi je suis cofondateur de Ouest Digital, une agence du coup qui existe maintenant depuis 2 ans, depuis juin 2017. Avant Ouest Digital, j'ai été sur un très laps de temps indépendant. J'ai connu le mode freelance. Et puis j'ai travaillé aussi en agence de communication avant pendant 2 ans. Moi, au sein de l'agence, j'ai trois hobbies. Il y a 3 choses que j'adore faire. Déjà, j'aime bien organiser des projets pour nos clients, que ce soit des projets de gestion de projet éditorial, donc pour organiser justement la prise de parole sur Internet, mais également aussi de la gestion de projet dans le cadre d'une refonte ou d'une création de site Internet. Il y a une deuxième chose que j'aime bien faire, et en tout cas sur laquelle je suis à l'aise, c'est la partie veille, donc que ce soit de la veille image ou de la veille concurrentielle ou même de la veille contenu pour animer les réseaux sociaux de nos clients. Et le troisième hobby qui m'anime au quotidien, c'est l'analyse statistique, l'analyse de la donnée. J'adore manger de la donnée et puis essayer de donner un petit peu de sens à ce qu'on fait pour justement améliorer au quotidien et régulièrement ce qu'on va préconiser à nos clients. Donc je vais construire les rapports et les bilans qu'on va envoyer chaque mois ou chaque trimestre à nos clients. Ok, merci beaucoup. Avant de rentrer un peu plus précisément dans le sujet de ce premier épisode, étant donné que c'est le premier épisode, est-ce que, Brian, tu veux bien nous présenter un petit peu plus en profondeur ce qu'on fait à l'agence chez Ouest Digital ? Alors, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment orienté sur 2 choses principales. D'abord, de la communication en ligne. Donc, on va accompagner des marques, des entreprises, des associations, des institutions qui veulent être présentes sur Internet et qui veulent aller à la rencontre de leur public. Donc on va vraiment travailler leur présence sur Internet, que ce soit sur leur site Internet ou sur leur blog, mais également sur leurs réseaux sociaux. Et puis il va y avoir une deuxième partie qu'on va plutôt qualifier de web marketing, où on va accompagner certaines marques, parfois qui sont les mêmes d'ailleurs, dans l'acquisition de trafic sur leur site Internet, mais également l'acquisition de prospects, ce qu'on appelle aussi des leads. Donc on a vraiment cette partie communication et marketing 100% dédié à Internet. Aujourd'hui, principalement, ce qu'on fait, en tout cas ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est de la production de contenu. Je dirais 70-80%, c'est de la production de contenu, que ce soit des contenus courts pour les réseaux sociaux. Donc on va produire des contenus au format snack content, comme on dit chez les anglo-saxons. Et puis aussi, on va produire des contenus longs pour des clients qui vont nous demander par exemple de rédiger des articles de blog pour animer leur blog d'entreprise ou même leur blog média. Donc c'est, je trouve, un bon mix puisqu'on va vraiment travailler 2 types de formats qui vont pouvoir d'ailleurs se nourrir l'un et l'autre. On pourra très bien par exemple rédiger un article long qu'on va après décliner pour les réseaux sociaux en 5, 6, 7, 8, 10 publications puisque un article peut vivre de différentes manières. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je vais me tourner vers Marlène
pour lui demander pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet donc, de l'organisation au quotidien d'une agence sous l'angle animation des réseaux sociaux de nos clients pour ce premier épisode, puisqu'elle est à l'initiative de cette première thématique. Alors, dis-en-nous un peu plus, Marlène, s'il te plaît. Oui, alors effectivement, moi c'est un sujet qui me semblait important parce qu'une des problématiques qui revient régulièrement chez nos clients, c'est en fait on ne sait pas quoi dire sur les réseaux sociaux et en fait quand on creuse un petit peu, on se rend compte que en fait nos clients ils ont beaucoup de matière, mais ils savent juste pas comment organiser leur prise de parole sur les réseaux sociaux. Et donc, ça me semblait particulièrement intéressant dans ce premier épisode de pouvoir justement aborder des différents points méthodologiques en fait pour expliquer un petit peu comment nous on fonctionne pour justement arriver à produire une masse de contenu qui est parfois importante pour certains de nos clients parce que voilà, c'est beaucoup d'organisation et quelques bonnes pratiques. Donc voilà, on espère que vous y trouverez votre compte. Ça marche. Alors, on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, comment est-ce que nous, on s'organise au quotidien à l'agence pour gérer les réseaux sociaux de nos clients ? Donc, ça se découpe un petit peu en 3 temps. Et le premier, le plus important pour commencer, c'est la facette stratégique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de commencer par ce point-là ? Alors, déjà, ce que je peux dire et qui me semble important, il y a une étude récente de la BPI que j'aime bien et qui pointe vraiment pourquoi commencer par la stratégie est importante. Cette étude, elle montre que 70% des PME et des ETI qui sont présentes sur les réseaux sociaux n'ont pas de stratégie. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont présentes, mais c'est pas durable, elles ne savent pas quoi raconter, comme disait Marlène, et donc du coup, ça fonctionne pas forcément très très bien. Et c'est pour ça qu'on considère que la première étape, même si la marque est déjà présente sur les réseaux sociaux, c'est toujours de prendre le temps de poser la stratégie, comme on dit. C'est important, bon, il y a plusieurs raisons, mais je pense que déjà c'est bien d'avoir un cadre qui est partagé par tout le monde, que ce soit par le client, par l'agence, par le social media manager chez le client, ou par le stagiaire, ou par quelqu'un de chez nous. Ça, c'est vraiment important d'avoir cette vision partagée, de savoir pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on va y raconter, quels sont les formats qu'on va exploiter. Et puis, ça procure du coup une certaine forme de confort, puisqu'on sait exactement dans quel cadre on va prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et puis, ça permet aussi d'être plus productif. On sait exactement ce qu'on a à produire, à quelle fréquence. Et donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Tout ça pour dire que c'est essentiel d'avoir une stratégie, d'autant qu'aujourd'hui, notre métier, il est pas négligeable, parce qu'on devient des vrais porte-parole de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc on se doit d'organiser cette prise de parole. Si je peux compléter sur la phase stratégie, en fait, ce qui me semble important pour ma part, c'est qu'en fait, c'est vraiment sur cette partie-là qu'on va réussir à en fait travailler des idées de contenu, des formats qui vont permettre d'être vraiment pertinents parce qu'ils vont jouer sur 3 tableaux en fait, qui sont ce que les utilisateurs, ce que la cible de nos clients s'attend à voir, lire, consulter sur les réseaux sociaux. Quels sont les contenus qui vont plaire, entre guillemets, à l'algorithme des réseaux sociaux, parce que la plupart des réseaux fonctionnent aujourd'hui avec un système d'algorithme. Et quel est le message que notre client veut porter. Alors, c'est pas un message unique, mais quelles sont les informations que notre client a aussi envie de faire passer à son audience. Et donc, en fait, c'est vraiment dans cette phase stratégique qu'on va réfléchir à ces 3 piliers, entre guillemets, d'une stratégie social media pour réussir à trouver, en fait, les formats de contenu, les idées de publication, le rythme, etc., qui va vraiment permettre, en fait, d'être le plus pertinent et d'établir une stratégie qui sera la plus optimisée possible, en fait. Ouais. Et puis ça permet aussi de créer d'imaginer des visuels qui déclinent directement de la charte graphique et même de la stratégie de com du client. Donc on est vraiment sûr d'être raccord à cette phase-là. C'est pour ça que c'est essentiel de commencer par ça. Et justement, dans cette première étape qu'est la stratégie, pour bien répondre aux besoins et aux attentes du client, quelles sont les premières questions que vous allez vous poser, qu'on va se poser, et
comment est-ce que vous allez y répondre ? C'est en fait des questions qui sont assez simples, qui sont un peu liées à toute stratégie de communication. On va essayer en fait de trouver le bon message pour toucher une bonne personne au bon moment. Donc en fait on va se poser des questions de où prendre la parole, donc sur quels réseaux sociaux aller. Donc en général on essaye de choisir ceux sur lesquels donc la cible de nos clients est présente. Donc je sais pas, pour donner un exemple, un client dans le secteur de la mode va plutôt aller sur des réseaux plutôt typés, dans la mode féminine par exemple, donc des réseaux typés féminins et sur l'image comme Instagram ou Pinterest, et à l'inverse, un client qui travaille plutôt dans le secteur du B2B va peut-être plutôt trouver sa cible sur LinkedIn ou Twitter. Donc il y a vraiment le Facebook, quoi. On va s'adapter effectivement à savoir si c'est B2B et B2C, puis on va aussi regarder dans les cibles qui souhaitent toucher, l'âge moyen aussi des personnes qu'elles souhaitent toucher. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut toucher des très jeunes, des 13-18 ans, effectivement, on va peut-être réfléchir à aller sur des réseaux émergents comme TikTok ou Snapchat. Il y a beaucoup de collectivités d'ailleurs qui font ça aujourd'hui. À l'inverse, quand on va essayer d'aller chercher un public un peu plus âgé, ou par exemple des cadres dirigeants, on va plus se diriger sur LinkedIn. Donc c'est vrai qu'on va essayer de réfléchir à quels sont les types de consommateurs qu'on a, mais également quel est l'âge moyen qu'ils peuvent avoir. Oui. Effectivement, on se pose en général la question du qui, donc à qui on s'adresse avant de chercher où aller. Parce qu'on va essayer on va choisir les réseaux sociaux en fonction de là où se trouve vraiment la cible. Après, il y a une autre question qui vient, c'est le pourquoi. Donc pourquoi on va prendre la parole ? Donc c'est-à-dire quels sont les messages que veut faire passer notre client, quelle est l'image qu'il veut véhiculer, etc. Donc en général ça aboutit sur une ligne éditoriale, en gros la promesse qu'on veut tenir pour chaque utilisateur sur chaque présence social média qu'on va choisir. Après il y a la question du quand, donc à quand on va envoyer ces messages. Donc là, on va plutôt aller regarder l'aspect statistique des réseaux sociaux de notre client pour voir en fait à quand ces utilisateurs cibles sont présents. On va aussi s'adapter en fait en fonction du sujet. Par exemple, si c'est une publication qui concerne le petit déjeuner, on va essayer plutôt de la diffuser le matin, quand les personnes ont faim et ont justement envie de prendre leur petit déjeuner. Ça ne ferait pas vraiment de sens de l'envoyer à 15h. Voilà. Ouais. Donc il y a aussi ce sujet qui rentre en compte sur le choix de à quand on va publier. Ce qui fait qu'au final, pour chaque client, on a un peu des jours et des horaires préférentiels de publication qui vont s'adapter par réseau. On peut très bien avoir un client pour lequel on va lui dire voilà, on va essayer de publier le mardi soir à 19h, le vendredi soir aussi à 19h, et puis le dimanche matin sur Facebook par exemple. Et puis sur LinkedIn, on va plutôt lui conseiller par exemple de prendre la parole le lundi matin entre 7h et 9h ou le jeudi matin entre 7h et 9h. On va vraiment essayer de s'adapter aussi aux horaires de présence sur les réseaux pour faire en sorte de parler à leur audience quand elle est elle-même connectée. Je prends un exemple basique, mais on le voit très 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 régulièrement, des clients qui vont publier sur les réseaux comme Facebook à 11h ou à 15h quand très peu de gens sont connectés. Ça peut avoir du sens si l'analyse statistique montre que les gens sont connectés à cette période-là. On peut le savoir avec Facebook à quel moment l'audience est connectée, mais généralement on voit quand même émerger le fait que les gens se connectent majoritairement sur ces plateformes le matin, le midi ou le soir, ce qui paraît assez évident. Oui, donc une marque ne doit pas publier du contenu sur les réseaux sociaux quand elle a le temps, mais plus quand elle pourra y rencontrer donc sa cible. Oui, et l'inverse, enfin le complément est aussi vrai. On ne va pas publier pour une marque pour dire ce qu'elle a envie de dire, même si effectivement il y a des publications stratégiques qu'on ne pourra pas couper, mais on va essayer de s'adapter à ce que l'audience a envie de lire. Et on va essayer de faire coïncider l'objectif de la marque et ce qu'attend l'audience. Oui, c'est en fait un peu la dernière question entre guillemets à laquelle est censée répondre la stratégie social media, c'est justement comment. Donc comment on va réussir à envoyer les bons messages à la bonne personne au bon moment. Et donc en fait c'est la phase qui est la plus complexe. En tout cas, elle nécessite de vraiment se poser pour réfléchir en fait à des formats de publication, à des idées de sujets, à un calendrier par exemple à l'année avec des temps forts pour vraiment identifier qu'est-ce que la cible va vouloir entendre à quel moment et quel message de la marque on peut lui adresser en face.
Donc, par exemple, si on cherche à vraiment humaniser la présence d'une marque sur les réseaux sociaux, souvent les utilisateurs des réseaux aiment bien connaître un petit peu les coulisses de la marque, qui compose l'équipe, etc. Et en fait, ça va être tout simplement se dire, on va essayer de réfléchir à des formats pour présenter les membres de l'équipe, pour montrer ce qui se passe en coulisses chez nous, un petit peu comment on travaille, etc. Et en fait, voilà, c'est assez simple, en fait. Enfin, c'est des questions qui sont assez basiques, mais qu'il est nécessaire de se poser, en tout cas, quoi. Ça paraît simple, mais finalement pas tant que ça. Non. Oui, et puis en fait, ce qui rend la chose plus compliquée en plus, c'est que pour que tout ça fonctionne, alors d'abord il faut évidemment publier régulièrement, on va se fixer une fréquence de publication idéale pour faire en sorte de créer des vrais rendez-vous et d'être présent régulièrement dans la tête de l'audience, mais en plus, si on veut éviter que les gens se lassent de suivre un compte sur les réseaux sociaux ou une marque, on va essayer de diversifier les sujets qu'on va aborder. Comme disait Marlène, c'est vrai que les publications sur les coulisses de la marque, oui, ça fonctionne toujours très bien, mais on va pas parler que de ça. Et puis on va éviter surtout de faire en sorte que d'une publication à l'autre, ça soit jamais le même message, le même sujet qui soit abordé. Donc on a un enjeu de diversité. Et ce qui fait que pour que ça fonctionne, une présence sur les réseaux sociaux, on va essayer de prendre la parole régulièrement, mais faire en sorte que d'une publication à l'autre, ça soit jamais le même sujet, et idéalement, et là c'est pour faire plaisir aux algorithmes, idéalement jamais le même format. Aujourd'hui c'est pas toujours simple, mais dans l'idéal on va essayer d'alterner une image, une vidéo, etc. Enfin il y a pas mal de petites techniques qui permettent de le faire. Mais en tout cas pour que ça fonctionne, on doit avoir ce critère-là. Et le fait de tester pas mal de choses permet aussi d'identifier en fait ce qui va le mieux marcher sur une audience spécifique. Parce que même si aujourd'hui on connaît quelques formats qui marchent très bien sur les réseaux sociaux, on va prendre l'exemple des vidéos à la brute, parce que c'est un petit peu ce que tout le monde demande en ce moment, et c'est vrai que ça marche très bien. Le meilleur moyen de savoir ce qu'une audience particulière attend, c'est en fait de tester plusieurs formats sur celle-ci, pour voir en fait ce qui la fait réagir. Quels sont les sujets qui l'intéressent, quels sont les formats sur lesquels elle interagit le plus, etc. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, quand on démarre, c'est important vraiment d'avoir une diversité dans les formats proposés, quoi. Et du coup, l'étape plus ou moins finale de la strate social media qu'on va mettre en œuvre, c'est d'essayer d'aboutir à une vision un peu type à quoi ressemble une semaine ou un mois ou même une année d'une prise de parole sur les réseaux sociaux, et à quel moment on va employer tel ou tel type de format. À quel moment on va parler des coulisses, est-ce que c'est plutôt le lundi ou le vendredi, est-ce qu'on le fait une fois sur deux, une semaine sur deux, ou juste une fois par mois. À quel moment on va parler de ces infos commerciales, parce que c'est pareil, pour que ça fonctionne, on va essayer d'équilibrer les contenus commerciaux et promotionnels. On va éviter de tout le temps les avoir, on va l'équilibrer dans un mix de contenus. Donc tout ça fait que à la fin de la partie stratégique, on va avoir un peu une vision idéale de à quoi ressemble la prise de parole de la marque sur les réseaux, que ce soit sur une semaine ou d'un point de vue plus macro, d'un point de vue annuel, ce qui fait que pour planifier ces actions, c'est beaucoup plus facile. Nous, on a une vraie vision de long terme de la stratégie de présence des marques sur les réseaux sociaux. Et puis, de l'autre côté, ça permet de jamais être dans le rush. Il n'y a rien de plus frustrant et pénible que d'arriver le matin et de ne pas savoir ce qu'on va raconter la journée sur les réseaux. Ça, c'est une situation qu'il faut absolument éviter. Et ce qui fait que la stratégie permet de répondre d'éviter ce genre de problème. Oui. On n'est jamais dans le rush. On ne doit jamais être dans le rush. Oui. C'est vrai qu'en fait, c'est vraiment cette stratégie qui va nous permettre à la fois d'éviter d'avoir une communication désordonnée, de ce que disait Brian, de publier 4 fois sur le même sujet la même semaine, et puis ensuite de plus rien envoyer sur ses réseaux sociaux pendant un mois. Donc éviter ce côté désordonné qui peut renvoyer une mauvaise image, ou en tout cas l'image de réseaux sociaux qui vont pas être pertinents ou intéressants et sur lesquels les utilisateurs vont pas avoir envie de s'abonner. Et puis aussi éviter le syndrome de la page blanche, parce que en fait, si on n'anticipe pas ces contenus, en fait, dans l'urgence, on sait jamais quoi dire. Et alors qu'en fait, avec un petit peu d'anticipation, finalement, on se rend compte que non, on a plein de choses à dire. Donc, l'idée, c'est de pas arriver devant son ordinateur et de se dire mince, qu'est-ce que je vais raconter ce soir. Non, voilà. Surtout pas. Au contraire, plus on anticipe, finalement, plus on se laisse du temps pour gérer ses contenus chauds, donc vraiment parler de son actualité. Et puis prendre vraiment du temps sur l'animation de communauté au sens premier du terme, donc c'est-à-dire en fait le fait de chouchouter sa communauté, ses abonnés, répondre à leurs commentaires, prendre le temps d'interagir avec eux,
Donc voilà, c'est... Du coup, là, c'est bien parce que tu passes un petit peu à la phase opérationnelle. C'est vrai. Mais voilà, pour résumer, la phase 1, qui paraît parfois même un peu pénible pour beaucoup de personnes qui décident de se poser, elle est importante, de poser la stratégie. Ça prend du temps. C'est clair que ça prend du temps, mais par contre, ça en fait gagner à terme. Si on a une vision vraiment héroïste des choses, si je puis dire, donc une vraie vision de retour sur investissement, la stratégie, de poser sa stratégie, c'est rentable à long terme. Et alors, du coup, tu en parlais il y a 2 secondes. Une fois que cette phase de stratégie est terminée dans le sens où on a fini de faire l'étude et qu'elle est prête à être mise en place, on passe à la deuxième partie qui est donc la gestion de l'opérationnel. Alors, comment ça s'organise la gestion de l'opérationnel au quotidien à l'agence ? En fait, une fois que la stratégie est terminée, j'ai envie de dire, dans l'absolu, on pourrait prendre la parole dès le lendemain. Sauf qu'il va nous manquer un élément essentiel qui est les informations de notre client. Parce que nous, comme on est une agence, c'est un cas de figure qui se posera moins au community manager qui est internalisé à une entreprise. Mais nous, comme quoique dans des grands groupes, ça peut avoir services. du sens de faire des comités édito internes. Oui, mais en tout cas, donc on va avoir réfléchi des formats, etc. Maintenant, c'est quelles informations on met à l'intérieur de ces formats, quels sont vraiment les contenus qu'on va placer dans les publications. Et donc pour ça, c'est important en fait de discuter avec notre client, donc pour nous en tant qu'agence, où effectivement, comme le disait Brian, un community manager va dans des grandes entreprises avoir besoin d'aller sonder d'autres services. Donc par exemple sur le sujet de la marque employeur, le community manager peut être amené à travailler de concert avec la RH. Donc pour en fait centraliser ces informations-là, on va travailler des comités éditoriaux dans lesquels en fait on va se rencontrer pour aborder divers sujets, donc les actualités du client, donc à la fois ce qui s'est passé qui peut nous permettre d'identifier des sujets pour les mois à venir, quelle est l'actualité à venir, donc est-ce que le client organise des événements, est-ce qu'il a une offre promotionnelle très importante qui va vraiment falloir mettre en avant, est-ce que c'est la période des soldes et qui va être impactée, enfin voilà, donc c'est la partie actualité. On va à la pêche aux infos. Oui, on va à la pêche aux infos. Il nous livre toutes ces infos brutes. On ne réfléchit pas forcément encore aux publications, mais il nous livre ces infos. Ensuite, alors ça contredit un petit peu, mais on a quand même essayé de réfléchir aux informations avant. Enfin, on essaye d'anticiper aussi un maximum, en tout cas nous à l'agence. Donc en général, dans les comités éditoriaux, on vient avec déjà des idées de contenu pour les mois à venir, qu'on propose à nos clients, ce qui nous permet de gagner un peu plus de temps. Mais ça, c'est un fonctionnement qui arrive, j'ai envie de dire, quand on a déjà quelques mois de collaboration et que tout roule et qu'on connaît bien le sujet du client et que donc on est vraiment à l'aise dessus et qu'on peut entre guillemets, anticiper certaines choses. Au démarrage, c'est effectivement plus, on va beaucoup plus à la pêche aux infos. Justement, vous faites ça puisque les clients peuvent souvent se dire qu'ils ne savent pas quoi raconter ou même qu'ils n'ont rien à dire sur les réseaux sociaux. Et justement, vous allez trouver ces idées-là pour eux en ayant toutes ces infos en vrac. Alors, oui, je pense que schématiquement on peut répondre oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que comme nous, c'est notre métier, enfin voilà, moi c'est ce que je disais quand je me présentais, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, Brian, il est en veille constante sur tout, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc en fait, on a déjà en tête plein de formats, ou que nous on a déjà testé, ou qu'on a pu voir, ou un jour on a eu une idée et on n'a pas encore trouvé le bon client à qui proposer ce format-là, etc. Donc en fait, comme on a le nez dedans au quotidien, nous on a en tête plein de formats. Donc finalement, c'est ce qui nous permet de dire aux clients dès le début, si vous voulez mettre en avant vos équipes, on va travailler des portraits d'équipe. Et pour travailler ces portraits d'équipe, il va nous falloir ces informations-là. Donc, est-ce que vous les avez déjà en interne ? Si oui, merci de nous les envoyer. Voilà. Si vous ne les avez pas, c'est peut-être le moment justement d'aller au contact des services. Et donc, ça nous permet d'arriver sur un autre outil, entre guillemets, qui complète les comités éditoriaux, qui sont en fait des banques de contenu.
Donc par exemple, si on a un format portrait d'équipe, on a un format coulisses, on peut en imaginer plein, mais sur portrait d'équipe, on va peut-être avoir un document Excel tout simplement, ou Google Sheets qui rassemble toutes les informations concernant les membres de l'équipe. Si on veut parler des coulisses, en fait, on va avoir peut-être constitué en avance une banque de photos qui ont été prises pendant des événements ou qui ont été prises par les ambassadeurs internes, etc., pour pouvoir les avoir au moment où on veut vouloir partager une petite anecdote. Donc ça, c'est vraiment des banques de contenu, en fait, qui viennent en complément des comités éditoriaux qui permettent de plus de faire un point, entre guillemets, le mois, et d'alimenter ces bases de contenu aussi, quoi. Et ce qui se passe, du coup, c'est que souvent, dans ces comités édito, par exemple, les clients nous disent voilà, j'ai accueilli un nouveau collaborateur. Tout de suite, on va lui poser les questions nécessaires pour pouvoir compiler cette fameuse banque de contenu dont parlait Marlène, parce que derrière, on a un tableur Excel avec la liste de toutes les personnes de leur équipe, le prénom, le nom, le poste occupé, une mini-bio, limite déjà la photographie. Et donc, on va mettre à jour ces banques de contenu pour faire en sorte que quand on va avoir besoin de produire un portrait, cette information-là, elle est déjà disponible. Donc, finalement, on arrive en comité édito en allant chercher de l'info, mais aussi avec déjà aussi des propositions de publication et des contenus à recommander. Et puis, il y a un deuxième aspect aussi qui est intéressant dans les comités édito, c'est que souvent, on vient aussi avec d'autres idées, parce qu'on va faire de la veille sur les secteurs d'activité de nos clients. On va regarder ce que font leurs concurrents, on va regarder aussi ce qui se passe sur le secteur, sur le marché sur lequel le concurrent est, et puis on va essayer de proposer aussi des publications qui sont en lien avec les tendances actuelles, ou alors des choses qui ont été inspirées des concurrents. Je parle bien d'inspiration et pas de copie, mais on va parfois s'inspirer de choses qui ont été faites chez les concurrents, qu'on va réadapter, réajuster pour que ça rentre dans le ton de la marque. Donc on arrive aussi, nous, avec des contenus. Il ne faut surtout pas arriver à un comité édito. Si vous le faites en interne chez vous, parce que vous êtes community manager en interne, venez aussi déjà avec des idées de choses à aborder et faites-les valider pendant le comité édito, parce que c'est finalement un point de rencontre qui est essentiel. Vous pouvez le faire tous les mois, toutes les semaines. Nous, généralement, on le fait tous les mois ou tous les 2 mois. C'est un point de rencontre qui est essentiel pour planifier les mois à venir. Et alors, une fois que cette banque de contenu est constituée et continue à vivre de mois en mois, c'est quoi la suite ? Généralement, quand on sort des comités édito, du coup, on va essayer donc de planifier les mois à venir. Donc on a fait un comité édito, par exemple, là récemment, début juillet, on a planifié le mois de septembre. Donc après le comité édito, on va commencer à définir les sujets et les formats qu'on va exploiter pour le mois de septembre, pour le client. Donc on va s'inspirer de la strate social media qu'on a faite en première étape pour cela. Et on va positionner chaque publication sur un outil de planning éditorial, de calendrier éditorial si vous voulez, pour avoir un peu la vision du mois de septembre, à quoi elle va ressembler et quel sujet va être traité à quel moment. Ce planning édito, il est essentiel et c'est un peu finalement c'est la matérialisation opérationnelle de la strate. C'est ce qui va nous permettre de suivre l'évolution de la production de contenu chaque jour. C'est vraiment en fait ça peut sembler, je pense, impressionnant de l'extérieur de se dire oula, on est donc on dit la date à laquelle on enregistre ce podcast parce que c'est vrai qu'on parle du mois de septembre, mais alors donc vous allez voir qu'on anticipe aussi nos contenus pour nous-mêmes, puisqu'on enregistre ce podcast actuellement mi-juillet. Donc effectivement, on a eu des comités éditoriaux récemment, donc mi-juillet, pour des contenus de septembre. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, avec un peu d'organisation, on peut vraiment anticiper les contenus en avance. Maintenant, encore une fois, ce qu'on essaye d'anticiper, c'est les contenus chauds. Donc, c'est des contenus froids, pardon. Donc, c'est-à-dire des contenus qui sont pas liés à une actualité. Donc, c'est cela, effectivement, qu'on peut vraiment bien anticiper. Et justement, le fait d'aller placer tous ces contenus sur notre calendrier éditorial pour septembre, c'est ce qui fait qu'on va avoir l'esprit tranquille en arrivant, en rentrant de congé, typiquement, sur la période estivale en septembre, en sachant que on sait déjà exactement quoi dire, quel jour, et voilà, encore une fois, ça laisse finalement de la liberté d'esprit de pouvoir parler des contenus chauds, de pouvoir traiter ses commentaires, de pouvoir vraiment gérer sa communauté au quotidien. Et ce qui fait qu'en ayant ces plannings édito avec les contenus froids,
Si demain on a une actu chaude du client parce qu'il sort un nouveau produit, c'était pas forcément prévu, ou il a oublié de nous en parler, eh bien on va pouvoir assez facilement finalement déplacer des contenus froids qui sont... Alors un contenu froid, c'est un contenu qui est atemporel, qui n'a pas de date, qui peut être publié aussi bien en septembre qu'en décembre. Et donc si le client du jour au lendemain nous dit il faut absolument qu'on parle de ça parce que là j'ai une retombée presse ou je lance un nouveau produit, on a, nous, toute l'agilité pour pouvoir dire, bon, ok, cette publication-là, je la publierai plutôt dans 2 mois, et je vais aujourd'hui parler de l'actualité du moment. Donc ce planning édito, il est essentiel. Oui, puis c'est vrai qu'on peut arriver sur des volumes de contenu qui sont parfois importants, quoi. Quand on arrive à poster 3, 4, 5 fois par semaine sur un réseau social, en fait on ne sait plus exactement ce qu'on a programmé tel jour à telle heure. Donc c'est aussi ce calendrier éditorial qui en fait sert de mémo pour se dire c'est vrai j'ai publié ça tel jour, ça je peux le décaler facilement, ça un peu moins, si j'ai une nouvelle publication incrustée je vais la faire à ce moment-là. Ouais. Et alors, une fois que ce planning édito est rempli pour le mois ou le mois encore suivant, vous passez à la préparation donc de ces contenus. Alors, comment est-ce que vous opérez pour ça ? Alors, déjà, ce qui est essentiel, c'est qu'un bon outil de planning éditorial, c'est un outil d'abord de gestion de projet. En fait, ce qu'on fait, ni plus ni moins, quand on gère un planning édito, c'est qu'on gère un projet éditorial. Donc, il faut déjà bien choisir l'outil pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui permet de répondre à son organisation. Juste rapidement, quand on parle de planning édito, dans la tête de beaucoup de personnes, on ne fait pas toujours référence à la même chose. Vous allez avoir des entreprises qui vont faire un planning édito avec un tableur Excel ou un Google Sheets, peu importe. Donc ça, c'est un format assez connu. Ce qui fait que quand on va passer à la phase production, on va ouvrir son planning édito, s'il est sur Excel, avec finalement le nom du sujet à traiter, la date à laquelle il est prévu, et puis surtout l'état d'avancement. Où est-ce qu'on en est sur la production de contenu ? Est-ce qu'il nous manque encore des infos ? Est-ce que le visuel existe déjà ? Enfin, la maquette de visuel existe déjà ? Est-ce que la publication a déjà été envoyée pour validation au client ? Parce que toutes les publications qu'on fait pour nos clients sont bien évidemment validées. On ne peut rien faire sans leur validation. Donc on va du coup rentrer sur notre outil de planning de gestion éditoriale toutes les publications qu'on a prévues pour suivre l'état d'avancement. Alors, vous avez Excel, il y en a d'autres qui utilisent Trello. Chez nous, on utilise ZenKit qui est plus adapté à nos besoins, parce qu'on va pouvoir créer des filtres, etc. Et sur des projets un peu plus conséquents, c'est plus adapté à nos besoins. Mais il y a une vue calendrier. Et on a une vue calendrier. Qui facilite la vie. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas négligeable, qui nous a fait passer à ZenKit, c'est qu'on peut créer des filtres personnalisés. Donc en un filtre, on sait où est-ce qu'on connaît l'état d'avancement pour chaque publication. Dans le workflow, ouais. Et puis on sait aussi par réseau tout ce qui a été prévu pour un mois. Donc on sait si le rythme qu'on a fixé au préalable dans la stratégie est atteint. Oui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez détaillé ce qu'on met dans le calendrier éditorial. En fait, finalement, c'est pour chaque contenu, simplement, quel est le sujet, quel est le format, est-ce que derrière ça va être un visuel, est-ce que ça va être une vidéo, à quand on va le publier, sur quel réseau social on va le publier. En fait, c'est pas des informations qui sont très complexes. Non, mais c'est de la vraie gestion de projet. Oui. Et ça, c'est... une fois encore, pour être efficace, parce que c'est aussi un peu ça l'objet du podcast, c'est de vous donner des trucs et astuces. C'est essentiel de pouvoir avoir cette vue de planning édito. Et voilà, aujourd'hui, l'efficacité, elle naît de cette gestion-là rigoureuse. Et du coup, c'est vrai qu'on t'a un peu posé ta question sur l'aspect... après le calendrier éditorial, qu'est-ce qui se passe ? Donc en fait, finalement, on a fait 80% du travail au moment où on est arrivé au calendrier éditorial. Ouais. Donc en fait, après, ce qui nous reste, c'est la phase de production. Donc la phase de production, ça va être récupérer les visuels s'ils sont déjà chez le client. Par exemple, il a produit une série d'interviews vidéo en interne, donc on va essayer de les récupérer. Ou produire des visuels, donc des petits, si on revient sur l'histoire du format portrait, des petits portraits de l'équipe avec une photo, quelques informations sur le collaborateur, etc. Donc produire la partie visuelle ou récupérer la partie visuelle des contenus, et puis en fait travailler les accroches, parce que voilà, c'est vraiment... le visuel, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est important à retenir, le visuel, c'est ce qui va accrocher l'œil
de l'internaute quand il va surfer sur son réseau social, mais ensuite il va consulter l'accroche. Donc en fait c'est deux parties finalement dans le contenu, visuel et accroche, qui sont complémentaires. Et donc l'accroche elle vient en général pour compléter le visuel, donc là on est plutôt sur du rédactionnel, quoi. Ce que tu dis, c'est qu'on commence toujours par le visuel qui est l'élément central. Ben, en fait on suit le parcours de l'utilisateur, Voilà. On commence par le visuel et après on fait l'accroche. Ouais, mais ça c'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Mais on va d'abord se focaliser sur l'élément central, le visuel. Voilà, il y a beaucoup d'outils, hein. Canva c'est l'outil le plus connu, Photoshop aussi. On fait d'abord le visuel ou la vidéo, et ensuite on va bien compléter avec ce que nous on appelle l'accroche, mais qu'on devrait plutôt considérer comme un complément d'information. Oui, voilà. Ça, c'est le texte qu'on va mettre au-dessus du visuel. Si le visuel n'est pas efficace, l'accroche n'est pas lue. Ça peut arriver, oui. Ouais. C'est pas forcément si drastiquement opposé, mais en tout cas, si le visuel n'attire pas l'œil, il va falloir sacrément bien travailler son accroche pour essayer d'attirer l'œil avec l'accroche. Donc là aussi, il y a des techniques, par exemple celle d'utiliser des émoticônes, ou emoji, si vous préférez le terme emoji, qui eux-mêmes en fait sont des petits éléments visuels en fait qu'on va intégrer dans le texte et qui vont faire des petites touches colorées sur les réseaux sociaux et qui vont permettre de capter l'œil. Par exemple, là en plein été, on va mettre emoji soleil, emoji lunettes de soleil, emoji cocotier. Emoji cocotier. Bientôt, emoji cocktail, et ça cartonne à fond. Emoji cocktail. Non mais, enfin, on rigole entre nous, mais en tout cas, les emojis doivent bien sûr être adaptés à la publication et adaptés à votre secteur d'activité. Si vous êtes une entreprise de pompes funèbres, on va essayer d'éviter l'emoji cocotier, à part si c'est pertinent à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, toujours adapter son contenu à sa marque, bien sûr. D'ailleurs, petit aparté sur les emojis, ce qui peut être bien dans la phase stratégie, c'est presque de lister les emojis vous faire une mini-banque d'emojis, ceux que vous acceptez d'utiliser, qui coïncident bien avec le ton que vous voulez donner à votre marque. Ce qui fait que ça évitera bien des déconvenus. Et alors, une fois que ces fameux contenus sont créés, donc le visuel, l'accroche, qu'est-ce qui arrive ensuite ? Et ben ensuite, on va programmer ces publications. On va faire valider au client, quand même. Oui, on va faire valider au client. Mais ça, on en a déjà parlé. C'est ça. On va faire valider au client. Après, nous, à l'agence, par exemple, on le fait systématiquement, mais c'est vrai que parfois, en interne, les community managers, comme ils valident les contenus pendant le comité éditorial, finalement, ils sortent du comité éditorial, ils peuvent aller directement à la phase de programmation. Donc nous, effectivement, on a une phase intermédiaire qui est une phase de validation avec nos clients, qui peut être un petit peu long, en tout cas au début, le temps que ça se mette en place, et qui, avec le temps, gagne en efficacité, parce qu'au mieux on connaît notre client, au mieux on a intégré en fait la tonalité, on a intégré les sujets, et au plus c'est fluide. Et donc, une fois que ces publications sont validées via notre outil, via notre calendrier éditorial, en fait, on va les programmer. Donc, en fait, pour les programmer, il y a deux façons de faire. Nous, à l'agence, on utilise les deux. C'est où on va utiliser des outils qui sont dédiés à la programmation sur les réseaux sociaux. Donc ça va être des outils comme Buffer qui permet de programmer sur pas mal de plateformes. Il y a Twitter, LinkedIn notamment. Instagram aussi. Instagram. Facebook. Je pense que tu peux faire du Pinterest, même sinon Pinterest aussi, oui. Ouais. Avec la version payante, par contre, seulement. Ouais. Facebook aussi. Après, alors... Nous, sur Facebook, on préfère publier nativement. Donc ça, c'est l'autre façon de publier. Donc quand on parle de publier nativement, c'est qu'en fait, on va se rendre directement sur le réseau social pour programmer la publication. Donc en fait, on le fait sur Facebook parce que... Par expérience, entre guillemets, on a pu constater que les publications elles n'étaient pas toujours formatées comme on voulait quand on passait par des outils de publication tiers. Donc ça, on les fait directement sur Facebook. L'autre raison qui va nous pousser à publier les publications natives, enfin programmer les publications natives ou à les publier, parce qu'on ne peut pas toujours programmer. Par exemple, sur LinkedIn, on ne peut pas programmer. Sauf avec Buffer. Sauf avec Buffer. Sauf que, par exemple, Buffer, aujourd'hui, ne permet pas de mentionner les comptes LinkedIn.
Donc, si on travaille une publication, par exemple, qui a vraiment vocation à valoriser un partenaire, bah, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir mentionner sa page LinkedIn s'il a une page LinkedIn. Donc, en fait, on va là aller publier nativement sur le réseau social. Comme ça, on pourra utiliser toutes les fonctionnalités natives de mention, de sous-titrage, de description des vidéos sur Facebook. Enfin, voilà. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Buffer, c'est pratique, parce qu'on, bon, voilà, alors il y a Buffer, il y en a d'autres, hein, il y a Solo, Suite, etc. C'est pratique parce qu'effectivement, on peut programmer pour des réseaux qui n'ont pas de fonctionnalité de programmation comme LinkedIn. Voilà, ça permet quand même de contourner ce problème-là, parce qu'on ne peut pas être le matin même pour faire sa publication. Par contre, la difficulté, c'est que toutes ces plateformes-là n'ont pas forcément toutes les fonctionnalités que les plateformes elles-mêmes proposent. Comme disait Marlène, sur LinkedIn, on ne peut pas mentionner d'autres pages, du moins pas encore. Et sur Facebook, quand vous importez une vidéo, si vous le faites depuis Buffer, vous n'allez pas avoir toutes les options pour mettre la description, le titre, l'ajouter dans une playlist, etc. Donc voilà, finalement, c'est presque la publication en tant que telle qui va déterminer par quel outil on va passer pour programmer la publication. En sachant qu'on essaye quand même de centraliser un maximum, c'est aussi l'avantage finalement du calendrier éditorial. Si on sait qu'on a 10 publications Facebook à faire sur un mois, bon, ben, on va sur Facebook une bonne fois pour toutes, entre guillemets, enfin en tout cas une bonne fois pour le mois en cours, en début de mois ou fin de mois précédent, et là on programme en fait toutes nos publications, puisqu'on a déjà les accroches, les visuels qui ont été validés par le client. Finalement c'est le moment où entre guillemets il ne nous reste plus qu'à faire du copier-coller, et puis à pas se tromper au moment où on choisit la date et l'heure de la publication. Donc voilà. C'est plus efficace que de se connecter dès que le client nous avait dit quelque chose, d'aller se reconnecter à Facebook, être publié, etc. Enfin voilà, on va essayer de s'organiser des plages de programmation, ce qui fait que voilà, on est beaucoup plus efficace et pendant 1 heure on est focus que sur la programmation. Oui, puis la programmation en elle-même, honnêtement, c'est rien en termes de temps. Quand on a l'habitude, on connaît bien les réseaux, on connaît bien les outils, on sait exactement où sont situés les boutons, donc on fait peut-être un peu trop machinalement, même des fois quand c'est notre métier, mais en tout cas, la phase de programmation, elle est hyper courte, quoi. Ok. Du coup, il y a une dernière partie qu'il nous reste, après cette partie stratégique et gestion de l'opérationnel au quotidien. Et donc ça, c'est plus Brian qui gère ça à l'agence. C'est la partie donc, analyse des publications sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors explique-nous un petit peu comment tu t'y prends, comment tu t'organises, ce que tu regardes, ce que tu regardes pas. Alors c'est une phase qui est hyper importante, enfin comme les deux autres finalement, c'est pour ça qu'on en parle. C'est vrai que si on rate l'opérationnel, il manque un maillon. Quoi. Voilà, effectivement, si vous ne publiez pas, il n'y aura pas grand chose à analyser. Mais pourquoi je dis ça, c'est que en fait, on rencontre beaucoup de clients, alors déjà qui n'ont pas forcément de strat, mais ceux qu'on a et qui bossent plutôt bien, ne travaillent pas du tout la partie reporting. Ou alors ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent juste les stats qui sont proposés par les réseaux, et puis ils regardent comment évolue l'audience, et ça s'arrête là. C'est pas vraiment formalisé dans un objectif de pilotage. Alors, ce qu'on va faire systématiquement, c'est de récupérer toutes les données brutes des réseaux sociaux. Donc on va se connecter à Facebook, à LinkedIn, à Twitter, etc. pour exporter les données de performance de chaque publication et du compte, pour essayer vraiment d'avoir un reporting complet et unique et homogène qu'on va analyser chaque mois pour faire des préconisations à nos clients. Alors ici on utilise Data Studio, qui est un outil de Google qui est 100% gratuit, qui est assez intuitif mais pas si simple que ça à prendre en main, je vous le cache pas, donc là il faut quand même pouvoir y passer un peu de temps, mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir produire assez rapidement des reportings qui sont toujours constitués de la même manière, d'un mois à l'autre, qu'on va pouvoir envoyer à nos clients, ce qui va nous permettre de faire deux choses. D'abord, pour le client, de pointer des axes d'amélioration, de regarder des publications qui fonctionnent moins bien, que ce soit en termes de portée, ou même en termes de taux d'engagement. On va essayer de comprendre pourquoi une telle publication fonctionne mieux en juin qu'en mai, alors que c'est les mêmes formats. Donc on va vraiment essayer la partie de la valeur ajoutée, du jus de cerveau, comme on dit, pour faire en sorte d'améliorer ce qui fonctionne pas forcément très bien, et puis aussi ce qui fonctionne très bien, de le poursuivre, voire même de le réadapter pour d'autres formats.
Cette partie-là, elle est vraiment importante parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de clients, les réseaux sociaux, c'est chronophage et ça coûte de l'argent, ça coûte cher parce que c'est beaucoup de temps à produire des contenus. Donc s'il n'y a pas une partie où on va analyser finalement le nombre de personnes touchées en moyenne par jour, qui sont exposées du coup à la marque de notre client, si on ne va pas analyser le trafic qui est généré sur le site, si on ne va pas essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui plaît le plus à l'audience pour peut-être réadapter des produits en interne, on va être un peu limité. Donc cette phase-là, elle est essentielle. Et puis en plus de produire des reportings qui sont agréables aussi à lire et à consulter, ça va permettre d'une certaine manière d'évangéliser la partie réseaux sociaux en interne. On a beaucoup de clients où les dirigeants sont convaincus de l'importance des réseaux sociaux, mais l'interne peut-être un peu moins. Le collègue commercial ou le collègue RH, il ne voit pas forcément d'intérêt d'aller sur l'internet, comme on dit. Et ces reportings-là vont permettre quand même d'avoir un support pour montrer et démontrer l'importance des réseaux sociaux sur l'activité et la santé de l'entreprise. Donc cette partie-là, elle est vraiment extrêmement importante. Je compléterai en rajoutant qu'en fait, en tant que community manager, c'est aussi important d'avoir une phase de reporting parce que c'est finalement ce temps qui va permettre de prendre du recul, en fait ces données et le temps qu'on prend à les analyser, qui va permettre de prendre du recul sur les actions. Donc là, je pense que vous avez un petit peu identifié au fil de l'épisode qu'en fait on produit quand même beaucoup de contenu. Donc au quotidien, une fois qu'on a passé le comité éditorial et qu'on enchaîne nos contenus, qu'on les programme, on a tellement de nez dans l'opérationnel qu'on ne prend pas toujours le temps d'analyser ce qui marche. En fait, on ne peut pas. En tout cas, nous, à l'agence, on a une phase de production qui est beaucoup trop importante. Donc, comme on cadre la phase de production, on va aussi cadrer la phase de reporting. Et en fait, c'est ce moment-là dans le mois, entre guillemets, qu'on s'offre pour prendre du recul sur nos actions, se dire, cette publication-là, j'ai mis vachement de temps à la faire parce que le visuel, il était complexe ou parce que j'ai eu du mal à récupérer les informations auprès de tel service si je suis en interne ou auprès de tel client si je suis en agence. Mais au final, est-ce qu'elle a marché, est-ce qu'elle n'a pas marché ? Elle a très bien marché, ok, c'est un contenu qui vaut le coup de continuer à mettre en place, voilà. Ou alors, à l'inverse, ça a été un flop, dans ce cas-là, on va arrêter. Les contenus que nos clients font produire par d'autres prestataires aussi, comme les vidéos, etc. Finalement, travailler une série de vidéos, la diffuser sur les réseaux sociaux, la phase de reporting, en fait, va nous permettre d'identifier s'il y en a une qui flop, c'est peut-être juste, il y a eu un problème sur celle-là. Si par contre, toute la série de vidéos ne plaît pas trop, on sait qu'on va pouvoir en sortir une liste de recommandations en fait, qu'on va aussi pouvoir adresser à notre client pour que les prochaines séries de vidéos puissent être peut-être mieux adaptées aussi à l'audience. Donc c'est vraiment... En tout cas, c'est une partie du travail qui est souvent négligée et pourtant elle donne vraiment du sens à nos actions. Et puis c'est un moyen d'apporter de la preuve aussi, de la preuve par les chiffres que certaines de nos recommandations, des formats qu'on a imaginés, fonctionnent. Parce que généralement avec le temps, on arrive aussi à voir tout de suite ce qui va fonctionner. C'est une forme de preuve, d'apporter des éléments concrets pour dire à notre client, voilà, ça fonctionne bien. Et puis à l'inverse, c'est aussi le moment où des fois on peut faire nos mea culpa en disant, on pensait que ça marcherait super bien. Puis au final, on l'a fait 2, 3, 4, 5 fois, ça marche pas, il faut qu'on arrête ce format-là et on va essayer d'en chercher un autre. Oui, parce qu'on a beau avoir de l'expérience, finalement, on n'est pas dans la tête des gens et on essaye de se projeter au maximum en travaillant des personnes à marketing, en réfléchissant à des formats que nous, on a déjà éprouvés et qu'on sait qu'ils fonctionnent et tout ça, mais pour autant, il faut... Enfin, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut tester et apprendre de ses erreurs encore plus que de ses réussites, finalement. Tout à fait. Surtout qu'on a un vrai avantage dans notre métier, c'est qu'on a de la donnée, donc autant s'en servir pour vraiment piloter ces actions pour essayer de faire en sorte vraiment d'être le plus efficace possible. Ok. Alors du coup, 3 grandes parties bien fournies. Donc on va conclure ce premier épisode ici. Donc je vais vous demander à tous les deux de conclure en 2 ou 3 mots globalement avant de se quitter. Alors Marlène, comment est-ce que tu conclurais ce podcast, ce premier épisode sur l'organisation au quotidien de notre agence ? Alors
je pense que c'est une vision qui, de l'extérieur, cette vision très éditoriale de l'animation des réseaux sociaux, des médias sociaux d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé de réseaux sociaux, mais ça pourrait aussi très bien s'adapter à un blog ou autre, mais elle peut sembler être très chronophage, vu de l'extérieur, très complexe, mais en fait, c'est que de l'organisation. Et en fait, c'est surtout une stratégie, une façon de s'organiser qui permet d'avoir une approche vraiment pérenne et durable en fait des réseaux sociaux. Parce que les stratégies court-termistes en fait qu'on peut voir, qui ont pu fleurir à un moment ou à un autre dans le métier, finalement elles sont très tributaires des algorithmes des réseaux sociaux et elles sont moins attachées à l'utilisateur. C'est moins une vision qui est centrée sur l'utilisateur. Mais le seul moyen aujourd'hui d'avoir une stratégie pérenne, être sûr que le temps que vous investissez aujourd'hui, il continuera de servir les objectifs de votre entreprise demain, en fait, c'est d'avoir cette vision centrée utilisateur. Et pour l'avoir, il n'y a pas de secret, en fait, il faut s'organiser, anticiper et éditorialiser ses contenus, en fait. Ok. Et toi, Brian ? Eh bien moi, forcément vous vous en doutez, pour moi on ne peut pas faire tout ça si on ne pilote pas ses actions par l'analyse, par la donnée. Une fois encore, je pense que la partie stratégique elle est importante, parce que comme je disais, une stratégie c'est rentable à long terme. Parce que ça permet de poser les choses, de savoir dans quel cadre on prend la parole. Mais derrière, pour que ça soit durable, comme le disait Marlène, il faut aussi savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et surtout de réajuster les choses et d'avoir des vrais éléments concrets pour se décider. Et aujourd'hui, on a cet avantage d'avoir une profusion de données, ce qui peut faire perdre pied à beaucoup de personnes, parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Mais une fois qu'on a l'habitude d'exploiter cette donnée-là, c'est vraiment un vrai gisement pour créer de la valeur ajoutée et faire en sorte de formuler des recommandations adaptées à nos clients. Ok. Merci beaucoup à vous deux pour ce premier épisode qui aura été bien fourni. On essaiera de faire plus court la prochaine fois, c'est promis. C'est un test aussi. C'est un vaste sujet aussi. Donc, de faire court. De faire court est un vaste sujet. Donc on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du pod. Et donc à bientôt à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Ensuite, n'hésitez pas à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et profitez-en également pour nous faire part de vos conseils, vos impressions, nous poser vos questions ou faire une suggestion. Qui sait, vos retours pourraient peut-être nous donner des idées pour nos prochains épisodes. Merci beaucoup pour cet échange, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.